Le commandant Vex Talloran se tenait sur le pont d'observation de l'Académie militaire galactique, ses 4 yeux scrutant la nouvelle fournée de recrues avec l'enthousiasme de quelqu'un qui regarde la peinture séchée sur un mur particulièrement ennuyeux. Pour être honnête, l'Académie avait connu des jours meilleurs. Depuis que le Conseil galactique avait décidé que la diversité et l'inclusion signifiaient accepter des cadets de chaque planète reculée de la galaxie connue, les standards étaient devenus, disons, plus flexibles. Monsieur ? Son aide de camp, le lieutenant Krix Voron, s'approcha, une tablette de données serrée dans ses mains palmées. La délégation humaine est arrivée. Les mandibules de Vex cliquetèrent dans ce qu'on pouvait généreusement appeler de l'amusement. Ah, oui, les humains. Rappelez-moi encore pourquoi nous gaspillons les ressources de l'Académie pour une espèce qui n'a découvert le voyage supraluminique qu'il y a 3 cycles. Nécessité politique, monsieur. Le Conseil veut, comment ont-ils dit ? Favoriser la coopération interespèces. C'est ça. La voix de Vex dégoulinait de plus de sarcasme qu'un robinet qui fuit ne laisse échapper d'eau. Et je suppose qu'ensuite, ils voudront qu'on forme ces mitariens du secteur 7 qui respirent du gaz. Quelle sera la prochaine étape ? Accepter des plantes vertes comme officiers tactiques ? L'écran de visualisation s'anima, montrant la baie d'atterrissage principale de l'Académie. Un modeste vaisseau de transport, à peine plus grand qu'une navette, se posa avec toute la grâce d'un vortan ivre essayant de faire un créneau. Les humains étaient arrivés. 5 êtres en sortirent. À l'œil exercé de Vex, ils avaient l'air aussi impressionnants militairement qu'une serviette en papier mouillé. Ils étaient petits, atteignant à peine 2 mètres de haut en moyenne, avec seulement 2 bras, 2 jambes et une peau ridiculement fragile. Pas d'armure naturelle, pas de coquille protectrice, pas d'épines venimeuses, rien. Ils auraient aussi bien pu être des cibles d'entraînement ambulantes. Regardez-les, marmonna Vex en observant les humains rassembler leur équipement. Ils bougent comme s'ils étaient faits de verre et d'espoir. À la tête du groupe humain se trouvait le capitaine Maya Rodriguez, bien que Vex ne prit pas la peine de retenir son nom correctement. Pour lui, elle était juste, celle en rose avec des cheveux. Derrière elle suivait le sergent Jack Thompson, le soldat Lisa Chang, le caporal Alex Petrov et le soldat Sam Williams. 5 humains qui, selon leur dossier, représentaient l'élite du personnel militaire terrien. Vex avait vu des choses plus intimidantes dans son bol de céréales au petit déjeuner. « Monsieur », chuchota Krix, « devons-nous préparer le protocole d'accueil standard ?» « Oh, absolument. Déroulons le tapis rouge pour nos nouveaux amis du rayon des bonnes affaires de la Voie lactée. » Le sarcasme de Vex aurait pu corroder le blindage d'un vaisseau. Je suis sûr qu'ils fourniront un divertissement sans fin aux vrais cadets. Les terrains d'entraînement de l'Académie bourdonnaient d'activité alors que la nouvelle de l'arrivée des humains se répandait plus vite qu'une rumeur lors d'un thésautorien. Des cadets de toute la galaxie s'étaient rassemblés pour assister à ce que beaucoup considéraient soit comme un moment historique, soit comme une blague cosmique, selon le point de vue. Le cadet Zorvillette, un kragorien imposant doté d'une armure corporelle naturelle capable d'arrêter un tir de plasma, donna un coup de coude à son compagnon. 10 crédits que les humains ne passent pas l'orientation de base. Tenu, répondit le cadet Nexilé, un torvandien dont la salive acide pouvait faire fondre le titane. Mais je leur donne au moins une semaine avant qu'ils ne pleurent pour leur mère et demandent leur transfert vers leur petite planète bleue. Le rire qui parcourut l'assemblée des cadets ressemblait à une convention de hyènes passant la meilleure journée de leur vie. Le capitaine Rodriguez mena son équipe dans la salle de briefing principale, où des centaines de cadets extraterrestres les joguaient comme des prédateurs évaluant leur prochain repas. Les humains gardèrent leur calme, bien que Vex remarqua une légère tension dans leurs épaules, la façon dont leurs yeux balayaient constamment la pièce à la recherche de menaces. Intéressant, pensa-t-il. Au moins, ils ne sont pas totalement inconscients du danger. Bienvenue, humains, à l'Académie militaire galactique, annonça le commandant Vex, sa voix portant à travers le hall avec une autorité rodée. Je suis le commandant Talloran, et je superviserai votre intégration dans notre programme. La pause avant le mot « intégration » flotta dans l'air comme une mauvaise odeur. Vous êtes ici, poursuivit Vex, parce que le Conseil galactique, dans son infinie sagesse, a décidé que chaque espèce mérite une chance de contribuer à la sécurité galactique. Même les espèces dont la plus grande réussite militaire semble être de se lancer des bâtons pointus les uns sur les autres. D'autres rires éclatèrent parmi les cadets extraterrestres. La mâchoire du capitaine Rodriguez se contracta, mais elle resta silencieuse. Maintenant, je comprends que les humains ont leurs propres approches, uniques, de la guerre. On m'a dit que vous affectionnez particulièrement quelque chose appelé
tactique de guérilla, ce qui, je suppose, implique de véritables gorilles. Les mandibules de Vex cliquetèrent d'amusement. Délicieusement primitif. Le sergent Thompson fit un demi-pas en avant, mais un léger geste de Rodriguez le retint. Votre entraînement commence immédiatement, annonça Vex. D'abord, nous devrons évaluer vos capacités actuelles. La procédure standard inclut une évaluation des armes, une analyse tactique et des tests de conditions physiques. Je suis sûr que vous trouverez nos standards exigeants. L'évaluation des armes eut lieu dans la base d'entraînement 7, une installation massive équipée de cibles, de parcours d'obstacles et d'assez de puissance de feu pour raser une petite lune. Les cadets extraterrestres s'alignèrent dans les galeries d'observation, impatients d'assister à ce qu'ils attendaient être une spectaculaire démonstration d'incompétence humaine. Le cadet Cree Thorndale, dont l'espèce pouvait voir naturellement dans 17 spectres différents, se pencha en avant avec anticipation. Ça devrait être bon. J'ai entendu dire que les humains utilisent encore des propulseurs chimiques dans leurs armes. C'est d'un antique charmant. Des propulseurs chimiques? Les mandibules du cadet Brin Sextal cliquetèrent d'incrédulité. Et après? Des fusils à silex et des mousquets? Est-ce qu'ils chargent leurs armes avec de la vraie poudre noire? Le rire était contagieux, se propageant dans les galeries comme une traînée de poudre. En bas, sur le terrain d'entraînement, les humains déballaient leur équipement. Des fusils d'assaut réglementaires, des armes de poing et ce qui semblait être diverses armes de soutien. Aux yeux des extraterrestres habitués aux fusils à plasma, aux faisceaux de particules et aux disrupteurs moléculaires, les armes humaines ressemblaient à des pièces de musée. Sont-ce des armes à projectiles? Demanda l'instructeur Varn Kazik, sur un ton suggérant qu'il venait de découvrir quelque chose de désagréable sous sa chaussure. Oui, monsieur, répondit le capitaine Rodriguez d'un ton égal. Ce sont des armes à feu militaires standards de la Terre. Fascinant. Je suppose que lorsqu'on n'a pas développé d'armes à énergie digne de ce nom, on fait avec ce qu'on a. La condescendance de Kazik était assez épaisse pour être coupée au couteau. Très bien. Procédez à votre démonstration. Le premier test concernait la précision à différentes distances. Des cibles standards. Rien de trop difficile pour des cadets entraînés avec des armes avancées depuis l'enfance. Le cadet Vex Morlan, un insectoïde doté d'organes de visée améliorés, ricana. Regardez ça, tout le monde. Les humains vont nous montrer comment leurs ancêtres chassaient le mammouth. Les humains prirent position. Le capitaine Rodriguez leva son fusil, une arme qui semblait risiblement rudimentaire comparée aux élégants fusils à plasma utilisés par les cadets de l'académie. Elle visa, ajusta sa posture et tira. Le projectile frappa la cible en plein centre. Quelques cadets extraterrestres arrêtèrent de rire. Rodriguez tira à nouveau. Un autre coup au but. Puis un autre. Le sergent Thompson s'avança ensuite, suivi du soldat Chang. Chaque tir trouvait sa marque avec une précision mécanique. Les rires dans les galeries commencèrent à s'estomper, remplacés par des murmures de confusion. Des coups de chance, marmonna le cadet Thorndale, bien que sa confiance vacillât. N'importe qui peut toucher des cibles stationnaires. Comme s'il l'avait entendu, l'instructeur Kazik activa les cibles mouvantes. Des ennemis holographiques commencèrent à se matérialiser et à s'élancer à travers le terrain d'entraînement, simulant un scénario de combat réel. C'était là que les humains montreraient enfin leurs limites. Le soldat Petrov épaula son arme et commença à tirer. Le claquement distinctif du propulseur chimique résonna dans la baie alors que ses balles trouvaient cible après cible. En mouvement, esquivant, apparaissant derrière des abris. Cela n'avait aucune importance. Chaque tir était calculé, précis, mortel. Les cadets extraterrestres tombèrent dans le silence. Le soldat Williams s'avança avec ce qui semblait être une arme plus grande. Les humains appelaient cela un fusil de précision. La cible apparut à portée maximale, à près d'1 kilomètre. Un tir impossible pour la plupart des espèces, même avec des optiques avancées. Williams s'installa, contrôla sa respiration et pressa la détente. La cible lointaine explosa dans une gerbe d'étincelles. Impossible, chuchota le cadet Silé. Cette cible était au-delà de la portée efficace des armes à projectiles. Leurs armes sont peut-être plus avancées qu'elles n'en ont l'air, suggéra le cadet Morlan, bien que sa voix manquât de conviction. Le commandant Vex, observant depuis la cabine de commandement, ressentit les premiers frémissements, non pas d'inquiétude, mais assurément d'intérêt.
Ces humains performaient mieux que prévu. Beaucoup mieux. Le test suivant impliquait une acquisition rapide de cibles, des menaces multiples apparaissant simultanément, nécessitant des décisions en une fraction de seconde et une exécution sans faille. Le soldat Chang dégaina son arme de poing, une arme compacte qui ressemblait à un jouet comparé au matériel militaire extraterrestre. Les cibles commencèrent à apparaître aléatoirement dans toute la zone. Ce qui se passa ensuite défia toute explication. Chang bougeait comme un éclair liquide, son arme traquant les cibles avec une vitesse et une précision impossibles. Elle ne se contentait pas de toucher les menaces, elle les priorisait, engageant les plus dangereuses en premier, utilisant efficacement les couvertures, rechargeant sans perdre de vue son environnement. En 30 secondes, elle avait éliminé 27 cibles sans manquer un seul tir. Les cadets extraterrestres fixaient la scène dans un silence stupéfait. Comment ? La voix de Violette était à peine un murmure. Comment est-ce possible avec une technologie aussi primitive ? L'arme n'a pas de système de visée automatique, observa le cadet Sextal, son esprit analytique luttant pour traiter ce qu'il venait de voir. Pas d'algorithme prédictif, pas d'interface neuronale. Elle fait tous les calculs manuellement. Manuellement ? Les mandibules de Violette cliquetèrent de confusion. Tu veux dire qu'elle vise réellement ses tirs elle-même, sans assistance informatique ? Les implications étaient vertigineuses. Chaque force militaire extraterrestre dépendait lourdement de l'augmentation technologique, des systèmes de visée améliorés, des logiciels prédictifs. L'idée d'atteindre une telle précision par la seule capacité biologique était troublante. Le commandant Vex se pencha en avant dans son fauteuil d'observation. Kasich, augmentez la difficulté. Monsieur, le réglage actuel est déjà au maximum pour les cadets. J'ai dit, augmentez-le. Le scénario d'entraînement changea. Au lieu de cibles individuelles, les humains faisaient maintenant face à des formations ennemies coordonnées, des tirs de suppression et des situations tactiques complexes. Ce n'était plus du tir sur cible. C'était la guerre. Le capitaine Rodriguez fit signe à son équipe, et ils se mirent en formation sans un mot. Pas de communication radio, pas de système de coordination numérique, juste des signes de la main et ce qui semblait être un travail d'équipe rodé à la perfection. Ils avançaient à travers la simulation comme des fantômes, utilisant un terrain que d'autres espèces ne pouvaient même pas percevoir comme une couverture. Leurs armes aboyaient constamment, chaque tir étant intentionnel et dévastateur. Ils flanquaient les ennemis, créaient des feux croisés et exécutaient des manœuvres tactiques que les instructeurs de l'académie passaient des mois à enseigner aux cadets extraterrestres. Impossible, souffla l'instructeur Kasich. Ils utilisent des tactiques avancées avec un équipement primitif. Mais ce n'était pas l'équipement qui était avancé. C'étaient les humains eux-mêmes. Le sergent Thompson supprimait une position ennemie, tandis que le soldat Chang flanquait par la gauche. Le capitaine Rodriguez coordonnait l'assaut, tandis que le soldat Petrov fournissait une couverture. Le soldat Williams éliminait les cibles de haute valeur depuis des positions dissimulées. Il bougeait comme un seul organisme, chaque membre anticipant les actions de l'autre avec une précision troublante. Les cadets extraterrestres regardaient avec un étonnement croissant et, pour certains, les premiers frémissements de quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé ressentir envers des humains, le respect. Monsieur, le lieutenant Krix apparut aux côtés du commandant Vex, la voix étouffée par la crainte. Leur taux de précision est de 97%. 97%? Les mandibules de Vex cliquetèrent involontairement. C'est plus élevé que ce que la plupart des cadets diplômés atteignent avec une assistance technologique complète. Oui, monsieur. Et ils le font avec des armes qui nécessitent une opération manuelle pour chaque fonction. En bas, dans la baie d'entraînement, les humains avaient terminé le scénario. Non seulement terminé, mais ils avaient obtenu un score parfait en un temps record. Le silence dans les galeries d'observation était assourdissant. Le cadet Thorndale trouva enfin sa voix. À quoi avons-nous affaire exactement ici? C'était une question qui entrait l'Académie militaire galactique pour les jours à venir. Ce n'étaient pas les créatures primitives et maladroites auxquelles ils s'attendaient. C'étaient des prédateurs, évolués et affinés par des millénaires de guerre, sur une planète qui semblait déterminée à tuer tout ce qui vivait à sa surface. Le commandant Vex se leva lentement, ses 4 yeux fixés sur les humains en contrebas, alors qu'ils vérifiaient leurs armes et se préparaient pour le test suivant. Le sarcasme avait disparu de sa voix lorsqu'il parla. Lieutenant, je veux une analyse complète des capacités militaires humaines. Tout ce que nous pouvons trouver. Monsieur, ne devrions-nous pas nous concentrer sur leur performance actuelle?
Le regard de Vex ne quitta pas les humains. Krix, j'ai le sentiment que nous avons à peine effleuré la surface de ce dont ces êtres sont capables. Et, franchement, cela me terrifie plus que je ne suis prêt à l'admettre. Les humains rangeaient leur équipement, discutant de leur performance sur un ton calme et professionnel. Ils semblaient complètement inconscients du choc qu'ils avaient provoqué dans toute l'académie. Mais le capitaine Rodriguez croisa le regard du commandant Vex à travers la vitre d'observation et sourit. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire d'un prédateur dominant, qui venait de réaliser que tout le monde avait gravement sous-estimé son espèce. Et cela, réalisa le commandant Vex avec une terreur grandissante, signifiait que les choses allaient devenir très, très intéressantes. 3 jours s'étaient écoulés depuis la démonstration d'armes qui avait laissé l'académie entière remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur les humains. Le commandant Vex avait passé ses jours à revoir les images, lire des rapports et essayer de se convaincre que ce dont il avait été témoin était une sorte de canular élaboré. Cela ne fonctionnait pas. Monsieur. Le lieutenant Krix fit irruption dans son bureau sans frapper, ce qui était soit un signe d'extrême urgence, soit une perte totale de discipline militaire. Vous devez voir ça immédiatement. Vex leva les yeux de sa 3e tasse de stimulant vraxien, sa patience étant plus mince que l'atmosphère d'une planète mourante. À moins que les humains n'aient d'une manière ou d'une autre conquis l'académie pendant la nuit, je ne suis pas intéressé. Monsieur, ils ont demandé la permission de démontrer ce qu'ils appellent des techniques de combat avancées. Avancées? Les mandibules de Vex cliquetèrent avec un amusement amer. Qu'y a-t-il d'avancé à pointer un tube en métal grossier et espérer que les projectiles touchent quelque chose? Krix activa son affichage holographique, montrant une demande formelle soumise par les voies appropriées. Ils affirment que leur démonstration initiale ne couvrait que les compétences de base au tir. Ils veulent montrer des applications tactiques. Les mots flottaient dans l'air comme un mauvais présage. En bas, dans le gymnase principal de l'académie, la nouvelle s'était répandue plus vite qu'un virus informatique dans un réseau mal protégé. Chaque cadet, instructeur et membre du personnel capable d'inventer une excuse pour être là s'était rassemblé. Les humains se tenaient au centre de l'espace massif, semblant remarquablement calmes pour des êtres devenus le sujet de conversation principale de l'académie. Le cadet mort Drexel, un guerrier de l'hégémonie dont l'espèce avait conquis la moitié de son système natal avant d'atteindre le vol spatial, donna un coup de coude à son compagnon. J'ai entendu dire qu'il voulait démontrer quelque chose appelé « combat rapproché ». Rapproché? La confusion du cadet Rix Voltan était évidente dans sa voix. Tu veux dire qu'ils se battent réellement au corps à corps? Avec leur corps mou et sans armure? Apparemment. Quoique, après ce qu'on a vu il y a 3 jours, je ne fais plus aucune supposition. La foule rassemblée bourdonnait de spéculations et de rires nerveux. La plupart des espèces extraterrestres avaient évolué au-delà du besoin de combat physique. Quand vous aviez des boucliers énergétiques, des armures assistées et des armes capables de vaporiser des ennemis depuis l'orbite, le combat au corps à corps semblait aussi pertinent que l'utilisation d'outils en pierre. Le commandant Vex entra dans le gymnase avec tout l'enthousiasme de quelqu'un assistant à sa propre exécution. Il avait envisagé d'annuler cette démonstration, mais la curiosité l'avait emporté sur le bon sens. Garde à vous. Sa voix résonna dans l'espace. Les humains ont demandé l'opportunité de démontrer des capacités de combat supplémentaires. Je rappelle à tous qu'il s'agit encore de techniques extraterrestres non testées, et nous devrions observer avec un intérêt scientifique approprié. Le capitaine Rodriguez s'avança, son équipe la flanquant en formation lâche. Merci, commandant. Nous aimerions commencer par les principes de base du combat au corps à corps. Combat au corps à corps? L'instructeur Kashyyyk ne put cacher son incrédulité. Contre qui? Vous n'attendez sûrement pas de nos cadets qu'ils s'engagent dans un combat si primitif. En fait, l'interrompit doucement Rodriguez, nous espérions que certains de vos cadets se porteraient volontaires comme adversaires. Le gymnase tomba dans le silence, à l'exception du bourdonnement des systèmes de survie. Le cadet Drexel se redressa, sa fierté de guerrier piquée par l'implication. Je me porte volontaire. Cela devrait être éducatif. Drexel mesurait près de 3 mètres de haut, avec une armure osseuse naturelle couvrant son torse et ses membres. Son espèce avait évolué à partir de superprédateurs, et même leurs plus jeunes guerriers pouvaient déchirer l'acier à main nue. Affronter un petit humain mou semblait presque injuste. Presque. Le sergent Thompson entra dans le cercle de combat marqué au sol. Du haut de ses 2 mètres à peine, et manquant de toute arme naturelle visible,
il ressemblait à un enfant debout à côté de Drexel. Règle standard de l'Académie, annonça le commandant Vex, bien que sa voix portât une note d'incertitude. Le premier à obtenir la soumission ou l'incapacité gagne. Les deux combattants se tournèrent autour. Drexel bougeait avec la confiance d'un prédateur n'ayant jamais rencontré de proie capable d'une résistance significative. Thompson bougeait comme de l'eau, fluide et alerte. Drexel se jeta en avant à la vitesse de l'éclair, s'attendant à finir le match en quelques secondes. Ce qui se passa ensuite défia toutes les hypothèses des cadets extraterrestres sur le combat physique. Thompson ne répondit pas à la force par la force. Au lieu de cela, il sembla couler autour de l'attaque de Drexel, utilisant l'élan de l'être plus grand contre lui. Dans un mouvement trop rapide pour être suivi par la plupart des yeux, l'humain saisit, tordit, et soudain Drexel fut projeté dans les airs. Le guerrier de 3 mètres s'écrasa sur le sol du gymnase avec un bruit de tonnerre. Avant que Drexel ne puisse récupérer, Thompson avait sécurisé ce que les humains appelaient une prise de soumission. Le guerrier extraterrestre, malgré sa taille et son armure naturelle, se retrouva complètement immobilisé par des techniques qui semblaient traiter la physique plus comme des suggestions que comme des lois. Impossible, chuchota le cadet voltant. Drexel pèse au moins 50 kilos de plus que lui. Effet de levier, lança le soldat Chang, comme si elle lisait dans ses pensées. Le poids ne signifie rien si vous comprenez comment rediriger la force. Drexel tapa au sol pour abandonner, sa fierté de guerrier complètement brisée. Qui est le prochain ? Demanda Thompson, à peine essoufflé. Ce qui suivit fut un démantèlement systématique de tout ce que les cadets extraterrestres pensaient savoir sur le combat. Cadet après cadet s'avançait, confiant dans les avantages naturels de leur espèce, pour se retrouver surclassés par des techniques qui semblaient transformer leur force en faiblesse. Un guerrier Vortak, dont le toucher acide pouvait dissoudre la plupart des matériaux, se retrouva vaincu par des prises qui évitaient entièrement sa peau dangereuse. Un Zentorien, dont les multiples membres auraient dû fournir un avantage écrasant, fut noué dans ce que les humains appelaient joyeusement un « bretzel ». Mais le vrai choc survint lorsque le cadet Nex Sylar s'avança. Sylar était un Torvandien, une espèce connue à travers la galaxie pour sa vitesse et ses réflexes incroyables. Il bougeait si vite que la plupart des autres espèces ne pouvaient même pas suivre leurs mouvements à l'œil nu. Dans toute contestation physique, les Torvandiens étaient considérés comme imbattables. Le soldat Petrov accepta le défi. C'est du suicide, marmonna l'instructeur Kasich. Les Torvandiens peuvent bouger plus vite que le système nerveux humain ne peut traiter l'information. Le match commença, et Sylar démontra immédiatement pourquoi son espèce était crainte. Il bougeait comme un flou, frappant sous de multiples angles avec une vitesse qui créait des images rémanentes. Et pourtant, inexplicablement, Petrov tenait le rythme. Plus que tenir le rythme, il prédisait les attaques de Sylar, se positionnant pour contrer des mouvements qui n'avaient pas encore été faits. L'humain se battait comme s'il pouvait voir le futur, répondant aux menaces avant qu'elles ne se matérialisent pleinement. En quelques minutes, Sylar gisait au sol, fixant le plafond dans une confusion totale. Comment ? La voix de Sylar était à peine un murmure. Comment as-tu bougé aussi vite ? Petrov tendit une main pour l'aider à se relever. Reconnaissance de motif. Votre espèce est rapide, mais vous bougez selon des séquences prévisibles. Une fois que nous avons identifié les motifs, contrer devient possible. Les implications frappèrent les observateurs extraterrestres comme un impact de météore. Les humains n'étaient pas juste des combattants capables. Ils étaient adaptables d'une manière qui semblait presque surnaturelle. Le commandant Vex sentit sa vision du monde s'effondrer comme un château de sable mal construit. Que peuvent-ils faire d'autre ? Comme convoqué par ces paroles, le capitaine Rodriguez s'avança. Nous aimerions démontrer la résolution de problèmes tactiques sous pression. Quel genre de résolution de problèmes tactiques ? Rodriguez sourit à nouveau de ce sourire de prédateur troublant. Scénario de guerre urbaine. Sauvetage d'otages. Situation de combat asymétrique. L'holodeck d'entraînement était la fierté de l'Académie. Un système de simulation totalement immersif capable de créer n'importe quel environnement de combat imaginable. Il avait été conçu pour défier les esprits militaires les plus avancés de la galaxie. Le scénario se chargea. Une situation terroriste dans une station spatiale bondée. Des otages dispersés sur plusieurs niveaux. Des ennemis lourdement armés avec une puissance de feu supérieure et des positions défensives.
La doctrine standard de l'Académie préconisait une force écrasante et une coordination minutieuse entre plusieurs unités spécialisées. Les humains demandèrent à tenter le scénario avec juste leur équipe de 5 personnes. « C'est de la folie », marmonna l'instructeur Kasich alors que la simulation commençait. La force recommandée pour ce scénario est d'au moins 30 spécialistes. Les humains entrèrent dans l'environnement virtuel et firent immédiatement quelque chose qui choqua chaque observateur. Ils se séparèrent. Au mépris de chaque principe tactique enseigné à l'Académie, les 5 humains s'éparpillèrent dans différentes directions, se déplaçant à travers l'environnement hostile comme de la fumée dans un système de ventilation. Ils violent les protocoles de base de cohésion d'unité, observa le cadet Thorndale. Ils vont se faire cueillir individuellement. Mais ce ne fut pas le cas. Le soldat Williams trouva une position de tireur d'élite qui n'aurait pas dû exister, fournissant une couverture sous des angles que les concepteurs de la simulation n'avaient jamais prévus. Le sergent Thompson devint un fantôme, infiltrant les positions ennemies par des routes qui exigeaient une flexibilité et un timing impossible. Le capitaine Rodriguez ne fit pas que commander. Elle devint le centre tactique d'une toile de destruction qui s'écoulait autour des défenses ennemies comme l'eau autour de la pierre. Le plus choquant de tout, c'est qu'ils communiquaient par des méthodes que les capteurs de l'Académie ne pouvaient détecter. Pas de bavardage radio, pas de signaux numériques, juste une coordination presque télépathique qui leur permettait d'exécuter des manœuvres complexes sans faille. Les otages furent extraits avec une précision chirurgicale. Les forces ennemies se retrouvèrent flanquées par des opposants qui semblaient se matérialiser de nulle part. Ce qui aurait dû être un siège laborieux devint un assaut rapide et dévastateur qui laissa les terroristes simulés se demander ce qui les avait frappés. Temps final, 11 minutes, 37 secondes. 0 victime. Le précédent record de l'Académie était de 43 minutes avec des pertes acceptables. Le commandant Vex fixait l'affichage des résultats, son esprit refusant de traiter ce qu'il voyait. Relancez-le. Monsieur? Relancez la simulation. Difficulté maximale. Donnez-leur le scénario du soulèvement quatérien. Le soulèvement quatérien était le défi ultime de l'Académie, un scénario si complexe et brutal que la plupart des promotions ne pouvaient le terminer, même avec des ressources complètes et un temps illimité. Il simulait la bataille finale de la guerre civile la plus dévastatrice de la galaxie, nécessitant une coordination impossible entre les forces terrestres, aériennes et spatiales. Les humains se regardèrent et haussèrent les épaules. Bien sûr, dit Rodriguez. Ça a l'air amusant. Ce qui suivit brisa chaque règle de guerre que la galaxie avait jamais écrite. Les humains ne se contentèrent pas de penser en dehors du cadre. Ils firent comme si le cadre n'existait pas. Ils utilisèrent les armes de manière jamais prévue par leurs fabricants. Ils transformèrent les dangers environnementaux en avantages tactiques. Ils livrèrent une bataille tridimensionnelle sur plusieurs théâtres simultanément, coordonnant des actions qui auraient dû nécessiter des armées entières. Le soldat Chang retint une division blindée entière en n'utilisant rien d'autre que des explosifs improvisés et la manipulation du terrain. Le sergent Thompson infiltra la structure de commandement ennemie et retourna leur propre réseau logistique contre eux. Le plus incroyable, c'est qu'ils gagnèrent. Non seulement ils gagnèrent, mais ils obtinrent une victoire totale en moins de la moitié du temps que quiconque avait cru possible. Le gymnase tomba dans le silence alors que la simulation se terminait, et les humains discutaient nonchalamment de leur performance, pointant des erreurs tactiques mineures et des moyens de s'améliorer la prochaine fois. Le cadet Morlan trouva enfin sa voix. « Que êtes-vous, vous autres » Le capitaine Rodriguez leva les yeux comme si elle était surprise par la question. « Nous sommes des humains. Nous venons d'une planète où tout essaie de vous tuer, alors nous apprenons à tuer en retour. Nous pratiquons la guerre depuis toute notre histoire évolutive. Mais votre technologie est fiable, facile à maintenir et efficace sous toutes conditions, finit le soldat Williams. Nous n'avons pas besoin d'assistance informatique pour viser parce que nous jetons des pierres sur des cibles depuis des millions d'années. Nous n'avons pas besoin de matériaux avancés parce que nous avons appris à gagner avec tout ce que nous pouvions trouver. Le sergent Thompson hocha la tête. Sur Terre, le prédateur le plus dangereux n'est pas celui avec les plus grosses griffes ou l'armure la plus solide. C'est celui qui peut penser, s'adapter et refuser d'abandonner. Les cadets extraterrestres échangèrent des regards, une nouvelle compréhension naissant dans leurs esprits. Vous voulez dire, dit lentement le cadet Silé, que votre espèce entière a évolué spécifiquement pour la guerre? Pas la guerre, corrigea Rodriguez. La survie. Mais sur notre monde, c'était à peu près la même chose. Le commandant Vex entra dans le cercle,
son arrogance précédente complètement disparue. « Capitaine Rodriguez, je vous dois des excuses. Nous avons sévèrement sous-estimé votre peuple. » « Pas d'offense, commandant. C'est une erreur courante. » « Courante ?» Le sourire de Rodriguez devint mystérieux. « Commandant, vous avez vu notre entraînement d'infanterie de base. Vous n'avez pas vu nos forces spéciales, nos ingénieurs ou nos planificateurs stratégiques. Vous n'avez certainement pas vu ce que nous pouvons faire quand nous sommes vraiment en colère. » Les implications flottèrent dans l'air comme une épée sur le point de tomber. « Êtes-vous en train de dire, demanda Vex prudemment, que ce dont nous avons été témoins représente la capacité militaire humaine standard? À peu près. Nous sommes de bons soldats, mais nous ne sommes pas exceptionnels selon les standards terriens. » Les cadets extraterrestres se regardèrent avec une alarme grandissante. Si c'étaient des humains moyens, de quoi leur force d'élite était-elle capable? « Commandant, continua Rodriguez, nous sommes venus ici pour apprendre de vous, pas pour frimer. Vos armes à énergie, votre technologie de bouclier, vos communications supraluminiques, ce sont des avancées incroyables qui pourraient révolutionner les capacités militaires humaines. Et, en retour, nous vous enseignons ce que nous avons appris sur le combat quand vous n'avez aucun avantage, sauf la détermination et la créativité. » Vex hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis l'arrivée des humains, il avait l'impression de commencer à comprendre ce que le Conseil galactique avait vraiment fait. Il n'avait pas juste invité des extraterrestres primitifs à rejoindre la civilisation galactique. Ils avaient recruté une espèce de guerrier né qui pouvait enseigner à la galaxie de nouvelles façons de se battre. Alors que la démonstration se terminait et que la foule se dispersait, le cadet Drexel s'approcha du sergent Thompson. « Thompson, dit-il, sa voix portant un nouveau respect, seriez-vous prêt à m'enseigner certaines de ces techniques ?» Thompson sourit. « Bien sûr. Mais je dois vous prévenir, les styles de combat humains demandent beaucoup de pratique. Nous ne comptons pas sur des avantages naturels, donc tout doit être appris à la dure. Je suis prêt à apprendre. » Des conversations similaires commençaient partout dans l'académie. Des cadets extraterrestres qui étaient arrivés en s'attendant à rire des humains primitifs suppliaient maintenant pour des leçons de techniques de combat, primitives. Le commandant Vex regarda tout cela se dérouler et réalisa que l'académie ne serait plus jamais la même. La galaxie non plus. Alors que le capitaine Rodriguez passait devant son poste d'observation, elle s'arrêta et leva les yeux vers lui. « Commandant, il y a une dernière chose que vous devriez savoir. » « Quoi donc ? » « Nous nous sommes portés volontaires pour cette affectation. La Terre observe la doctrine militaire galactique depuis des mois, étudiant vos tactiques et stratégies. » Vex sentit un frisson parcourir son exosquelette. « Et nous avons identifié 47 vulnérabilités majeures dans les protocoles de défense galactique standard. Voulez-vous que nous vous montrions comment les corriger ?» Le sourire de Prédateur était de retour. Mais cette fois, Vex réalisa qu'il n'était pas dirigé contre lui. Il était dirigé contre quiconque serait assez fou pour menacer la galaxie que les humains appelaient désormais leur maison. L'Académie militaire galactique avait gagné 5 cadets humains. La galaxie avait gagné quelque chose de bien plus significatif. Des protecteurs qui ne savaient pas comment abandonner, ne pouvaient pas être intimidés et voyaient les probabilités impossibles comme des défis intéressants plutôt que des raisons de se rendre. Et dans les profondeurs de l'espace, d'autres civilisations qui auraient pu envisager de tester la résolution de cette nouvelle alliance galactique commencèrent à reconsidérer leurs plans. Après tout, qui voulait combattre une espèce qui avait transformé la survie elle-même en une forme d'art? Les humains étaient arrivés. Et tout avait changé.